Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour de nouveau une lecture de sciences humaines et sociales. On est toujours sur la lecture de Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire. Coucou YouTube, te dit Ranae. Nous en sommes donc au moment où on avait le constat, c'est sérieux d'un coup, hein. Ah ouais, c'est pas la même ambiance d'un coup. Oui, parce que juste avant, vous le saurez YouTube, on a fait des tirages au sort pour faire gagner des clés, parce que du coup, nous sommes sur mon live anniversaire, on est sur mes 31 ans, ou comme dit Raving Bell, 29 ans au cube, parce qu'à partir de 29 ans, on ne prend plus, voilà, c'est 29 ans qui se répètent, c'est tout. Toujours est-il que du coup, on a parlé de caca, on a fait une chanson d'anniversaire cringe, on a vu des gens gagner des clés de manière honteuse. Enfin voilà, tout était là pendant un petit moment. On a même eu le raid. Oui, le raid n'était pas sur la VOD d'avant, donc en plus le raid aussi qui est arrivé en cours de route. Donc voilà, on a eu la totale, c'était incroyable. Mais là, d'un coup, on redevient sérieux et sérieuse. On se remet sur la lecture. Donc du coup, on était juste après le passage où on avait le constat qu'en fait, les économistes de l'époque se rendaient parfaitement compte du pouvoir absolument disproportionné que les managers, que les patrons avaient dans les années globalement 50 à 60. Et non seulement se rendaient compte de ce pouvoir disproportionné, de l'inégalité grandissante qu'il y avait, mais surtout voulaient le garder, voulaient absolument mettre en place des mesures de sécurité pour continuer à s'accaparer ce pouvoir et pour surtout essayer de mater toute forme de rébellion de la part des prolétaires, hein, concrètement, qui auraient pu, et à raison, vouloir se rebeller contre le fait de se faire spoiler toutes les ressources, de se faire écraser, d'être mis à mort par le travail et au travail, etc., etc. Donc vraiment un constat que les sciences économiques sont vraiment de la grosse merde, de la daube phénoménale, vraiment constituée par les puissants, pour les puissants, à l'avantage des puissants, quoi. À tous les niveaux, ça craint, mais bon, que voulez-vous, on n'est pas vraiment pas surprise. On est reparti. À Washington, un matin de mars 1969, 6 prêtres catholiques s'introduisirent dans les bureaux de Dow Chemical, l'un des principaux fournisseurs de napalm pour l'armée américaine. Ils se saisirent des dossiers qu'ils trouvèrent et les jetèrent par la fenêtre. Ils accrochèrent au mur des portraits de paysans et d'enfants vietnamiens, brûlés vifs au napalm, et aspergèrent de sang tout le mobilier. Ils laissèrent un communiqué vengeur contre la firme. Vous exploitez, vous spoliez, vous tuez au nom du profit. Ce que vous vendez, c'est la mort. Effectivement, c'est pas la même ambiance, hein. C'est pas tout à fait la même ambiance, hein. Je m'attendais pas à ce que la reprise de lecture soit tout de suite, genre vraiment dans le... dedans. Vraiment un donf dedans. C'était... sans transition pour le coup. Ok, très bien. La conception managérialiste du gouvernement privé d'entreprise, celle que l'on retrouve chez Röhm, mettait en évidence un pouvoir s'exerçant sur les vies de tous. Radicalisé par les mouvements contestataires de la fin des années 1960, ce thème prend une autre coloration, la dénonciation d'un pouvoir de mort, d'un nécro-pouvoir. Sur Dow Chemical, suivez le compte Twitter dont le nom vient de m'échapper. Ah, ouais, le Vietnam c'est chaud, hein. Oui, c'est grave chaud. Je pense que je vois peut-être de quel compte tu parles. Est-ce que la photo de profil est orange? Par hasard. Sur l'agent orange, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs sur le Vietnam en fait, à différents niveaux. Attendez que je vous retrouve le compte Twitter, parce que vous pouvez pas poster de lien dans mon chat, par mesure de sécurité. Du coup, désolé. Il va falloir que je le mette moi. Oui, voilà, c'est celui que je pensais. C'est celui que je pensais, Fred. Et compte Vietnam Dioxine. Alors celui-là, je ne le connais pas de compte. Je vous avoue que je ne suis pas celui-là spécifiquement. Mais du coup, il faudra que j'aille checker ça. Du coup, je reprends la lecture. Face aux critiques, les dirigeants de Dow bottaient en touche. En bons citoyens, nous nous devons de fournir à notre gouvernement et à notre armée les produits dont ils ont besoin. Dow ne décide pas de la politique pour laquelle ce matériel est utilisé, ni des buts auxquels l'armée le destine.
Vraiment, grosse merde sur 20. Est-ce qu'on est pris par surprise? Non, bien sûr que non, hein. Mais genre vraiment les mecs qui en ont mais tellement rien à péter, ils sont vraiment dans le mood du ah bah non, hein, c'est pas nous on fait juste des profits, hein. Et au 1. Venez pas mettre de la politique dans notre monde capitaliste, hein, voyons. En même temps, je suis en train de choper les 2 comptes Twitter, hein, si vous m'en voulez pas. Vous inquiétez pas si je continue pas la lecture, c'est juste le temps de récupérer les trucs. Hop. Voilà, c'était ce compte-là auquel je pensais. Hop. Qui sont très pertinents sur beaucoup de choses par rapport au Vietnam et par rapport au racisme, etc. Du coup, le premier compte, je ne connaissais pas Vietnam Dioxine. Le deuxième, par contre, je connais. Hop. D'ailleurs, au passage, du coup, je vais mettre un follow sur celui que tu as partagé. Collectif Vietnam Dioxine, collectif créé en 2004, réclamant la justice pour 30 Noga, les victimes de l'agent orange dans le cadre du procès contre leurs fabricants comme Monsanto. J'avoue que ça, je ne connaissais pas ce compte-là. Mais pour reprendre, vraiment l'absolu foutage de gueule des dirigeants en mode ah bah non, juste nous on produit des armes bien horribles, mais c'est pas notre faute si vous les utilisez quoi. Ah ouais, ok. Vraiment défonce en carton, hein, comme d'hab. Comme si le napalm avait d'autres usages que celui qu'on en fait. Il est vrai, répondait à l'époque Howard Zinn, que c'est le gouvernement qui a commandé le napalm fabriqué par Dow et qui l'utilise pour brûler vifs et oxyre des paysans vietnamiens. De simples citoyens peuvent-ils agir par eux-mêmes en s'interposant physiquement pour faire obstacle aux activités commerciales de cette industrie chimique? Le faire reviendrait certes à prendre la loi entre nos mains, mais c'est précisément en cela que la désobéissance civile consiste. Voilà, c'est un petit peu replacé. Quand même, le truc, c'est simple, c'est que si tu les produis pas, tu peux pas les vendre. Et c'est pas un problème, en fait. Au contraire. Hein. Mais bon, bref. Honeywell était un autre de ces marchands de mort, mis en accusation par le mouvement anti-guerre. Il fabriquait notamment les capteurs dernier cri, qui équipaient le fameux champ de bataille électronique déployé au Vietnam, ainsi que des mines antipersonnelles particulièrement sophistiquées, des renifleurs de présence humaine, des mines araignées projetant des milliers d'aiguilles métalliques à la ronde, des mines à gravillons bourrées de billes en fibre optique, et des bombes silencieuses actionnées par un capteur de mouvement camouflé dans une gangue en plastique marron qui le faisait ressembler au sol à une déjection animale. La firme produisait ainsi une bombe antipersonnelle à fragmentation, le Cluster Bomb Unit, qui, une fois larguée, laissait s'échapper de sa cosse métallique plusieurs centaines de mini-bombes dispersées à terre. Ah ouais. Et bah voilà, hein, vraiment le changement d'ambiance, il est présent. Hein. Live anniversaire, le fun. Hein. Youhou. Bonne ambiance. D'ailleurs, au passage, ça me permet de vous remettre aussi une petite pique par rapport à ce qu'il se passe en Israël. Hein. N'oubliez pas que notamment la France a aucun problème à vendre du matos de guerre pour ça. Hein. Vraiment zéro problème. Hein. Apparemment, un génocide, bon, bah oui, mais le commerce d'abord. Bref. Honeywell, c'est des gros fournisseurs de l'industrie dans tout ce qui est métrologie. Métrologie, du coup, c'est quoi la métrologie? C'est pas un terme qui m'est particulièrement connu. Ça me dit un vague truc. Le média Disclose fait de bonnes enquêtes. Oui, c'est vrai. Disclose est pas mal. Mais du coup, c'est quoi? Métrologie. Je connais pas ce terme. Métrologie, c'est quoi? Instrument de mesure et tout ce qui entoure. Ah, d'accord, ok. Ah, ok. Je vois pourquoi je connais le terme alors du coup. Je vois à quel moment dans mon parcours j'ai pu voir ce mot. Je reprends. En 1970, quelques étudiants de l'université du Minnesota se cotisèrent pour acheter 39 actions de la compagnie. Leur ticket d'entrée, disait-il, pour la prochaine réunion des actionnaires. Quelques mois plus tard, plusieurs centaines d'activistes se pressaient à l'assemblée générale annuelle d'Honeywell. Le PDG avait eu beau assurer que les contestataires auraient le droit d'assister à la réunion et d'y exprimer leur opinion, il l'ajourna sous la huée 14 minutes, à peine après qu'elle eut commencé. Ah bah comme quoi finalement ça aime pas trop la contestation, hein. Bizarre. Le mouvement anti-guerre était en train de changer de stratégie.
Ce tournant avait été théorisé en 1969 par Stoughton Lynd, un dirigeant de la New Left. Pourquoi, s'interroge-t-il, continuons-nous à manifester à Washington comme si c'était là que résidait le cœur du problème? Étant donné que cette guerre est le produit d'un complexe militaro-industriel, pourquoi ne pas prendre aussi directement à partie l'industrie de l'armement? Notre ennemi, dans les années qui viennent, ce sera forcément la grande entreprise. S'interrogeant sur le bon moyen d'insiéger les entreprises, il proposait de commencer par perturber les assemblées générales d'actionnaires, une première étape dans la construction d'un mouvement anti-corporate de masse. Et ça, vous voyez, typiquement, c'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui. Vous avez encore à l'heure actuelle ce type d'action où justement on va venir emmerder dans les assemblées générales des actionnaires pour leur dire attendez, on est actionnaire, donc on est en partie propriétaire, puisque c'est tout le mot du truc. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord que vous fassiez ça. Et c'est marrant, mais à chaque fois, on n'en a rien à foutre. Étonnant. Genre, effectivement, les assemblées générales de Total. On a eu quelques séquences dessus, effectivement. Ces activistes reprenaient un procédé inventé au début des années 60 dans un autre contexte. La tactique des procurations, dont Saul Alinsky a raconté la genèse. 2 ans après les émeutes qui avaient éclaté en 1964 dans le ghetto noir de Rochester, une organisation, Fight, se crée pour contraindre Kodak, fleuron industriel de la ville, à embaucher des travailleurs noirs. Comment s'y prendre? Lancer un boycott, c'était courir d'avance à l'échec. Autant demander à la nation tout entière d'arrêter de prendre des photos. Il fallait donc trouver une autre tactique. On en imagina plusieurs, dont celle-ci. Acheter une centaine de places de concert à l'Opéra Philharmonique de Rochester, saint des saints culturels de la bourgeoisie blanche, huppée de la ville, joyau des œuvres philanthropiques de Kodak. La centaine de militants ainsi invités se seraient préalablement vus offrir un grand banquet communautaire exclusivement à base de grosses portions de haricots à la sauce tomate, avec les conséquences que vous pouvez imaginer en pleine salle de concert symphonique. Nos adversaires, précise Alinsky, ont appris à gérer les manifestations, les rassemblements, les piquets de grève. Mais jamais, même dans leurs rêves les plus fous, ils ne pourraient imaginer une blitzkrieg pétomane au beau milieu de leurs orchestres symphoniques sacrés. Très souvent, les tactiques les plus ridicules se révèlent être les plus efficaces. C'est quand même des génies. Ah là, ça j'avoue que c'est quand même des génies, hein. C'est beau, hein. Ah ouais, tu t'en bats les reins de notre manifestation? Ok, très bien. Vas-y, viens à ton concert, viens faire ton petit bourge. Je vais te lâcher mes plus belles caisses. Tu vas voir, ça va mettre l'ambiance. Ça va te mettre l'ambiance. Oh bah zut, j'ai gâché ton concert. Oh, quel dommage. Oh, anyway. Franchement, c'est une belle tactique. J'aime bien. À l'inverse, les autorités des USA cherchent des méthodes pour perturber les réunions d'activistes. Basiquement, elles avaient l'ancêtre du Sealing. Ouais. Elles faisaient les instruments avant. Ouais, c'est un peu l'idée. On se rabattit pour finir sur un autre procédé. Fight se mit à collecter auprès des actionnaires de la firme, dont plusieurs églises américaines qui avaient sagement investi en bourse les deniers du culte, des procurations pour assister à l'Assemblée Générale de Kodak et y soumettre des motions anti-discrimination. Cette autre forme de course aux procurations eut un très grand écho et fut accueillie avec beaucoup de nervosité par la direction de l'entreprise. Kodak prit peur, Wall Street prit peur. La firme finit par céder. Comme annoncé par Lynd, le printemps 1970 fut agité dans les centres de conférences. Partout, les PDG des grandes entreprises américaines virent leur sempiternelle assemblée générale d'actionnaires perturbée par les intrusions militantes. Cette nouvelle tactique poussa les dirigeants d'entreprise confrontés à la perspective d'une disruption complète de ces réunions habituellement aussi guindées qu'ennuyeuses à arborer leur peinture de guerre. Les compagnies furent forcées d'imaginer à l'avance des tactiques pour contrer les manifestants. Et vous voyez typiquement que tout est un rapport de force. Comme je vous le dis très régulièrement, tout est une question de rapport de force. Et là, vous le voyez, on vient changer le rapport de force. Les grands patrons qui font les malins depuis des décennies, qui sont en train de t'éclater au sol, de te laisser crever dans les pires conditions, et ben tu viens changer le rapport de force par le groupe. Tu viens changer le rapport de force par les gens qui s'unissent et qui viennent faire des trucs aussi cons que péter pendant un concert philharmonique ou venir emmerder des assemblées générales.
Et ça marche en fait, ça marche parce que le rapport de force, il s'inverse, ne serait-ce qu'un temps, ne serait-ce qu'un peu. Alors bien sûr, comme là c'est déjà en train d'être dit, les patrons vont évidemment très rapidement essayer de trouver des contre-mesures. Néanmoins, le fait est que c'est comme ça qu'on gagne des trucs en fait. C'est comme ça qu'on récupère un peu des droits, c'est comme ça qu'on obtient quelques acquis en ne lâchant rien et en venant se battre avec nos tactiques, avec nos moyens pour essayer justement de renverser comme on peut ça. En 1970, le NARMIC, Institut de recherche militant, avait rédigé un petit guide pratique exposant diverses tactiques pour faire irruption dans la réunion d'actionnaires. En 1971, l'organisation patronale, le Conference Board, publia son propre manuel d'anti-activisme à destination des firmes. La brochure gérait la contestation dans les assemblées générales d'actionnaires, donnait de précieux conseils, effectuer en amont un travail de renseignement pour découvrir les intentions des groupes qui s'apprêtent à manifester, contrôler les entrées sur la base d'une liste d'admission nominative, prévoir de grands bidons d'eau pour lessiver le sol en cas d'attaque à la boule puante, gérer la prise de parole en centralisant le contrôle des micros, placés stratégiquement dans les auditoriums, ils peuvent être allumés ou éteints à volonté, prévoir au besoin une régie audio protégée par des vitres blindées, poster dans la salle des agents de sécurité chargés de procéder à l'évacuation ferme et rapide des personnes agitées, habillés de préférence en civil plutôt qu'en uniforme, ceci afin d'éviter de donner l'image d'un état policier. On notera bien l'image. L'image d'un état policier. Ça sous-entend bien que dans l'idée, ils le sont, ils en ont conscience et ils en ont rien à péter, hein. Mais bref. Ou encore, interdire la présence de caméras à l'intérieur de la salle afin d'éviter que la réunion ne tourne au cirque médiatique. Bah oui, surtout caché. Surtout tout caché, ne rien laisser de visible, notamment pour éventuellement des abus faits par peut-être les petits Jean-Michel en uniforme civil, n'est-ce pas ? J'ai l'impression que s'insérer dans le réel des bourgeois, patrons, autres, classe sup est un point central de ce rapport de force. Mais oui, complètement. Parce qu'en fait, ça c'est un truc que je vous ai déjà dit sur mes lives. Je pense qu'une grande majorité des patrons et des personnes politiques, etc. sont dans, je pense, une vision du monde dans laquelle elles pensent premier degré faire ce qui doit être fait. Ce qui est bon. Parce que notamment, il y a un écart tellement phénoménal entre elles et la très grande majorité des gens, qu'en fait, elles ne voient pas ce qu'elles ne voient pas. Elles sont convaincues de faire ce qu'il faut. Vous me dites aujourd'hui que Macron, premier degré, pense que ce qu'il fait, c'est ce qui doit être fait pour la grandeur de la France. Je vous dis que c'est très probable. C'est très probable. Le truc, c'est que cette vision qu'il a de ce qui doit être fait pour la France, etc., c'est la vision d'un connard de blanc bourgeois patron, en fait. Validiste, islamophobe, etc., etc. Donc de fait, il a un angle d'écart dans ce qu'il voit, dans ce qu'il perçoit par rapport au vrai monde véritable dans lequel nous on évolue, qui est tellement énorme qu'il ne se rend pas compte, probablement à tellement de niveaux, à quel point sa vision elle est biaisée, elle repose sur des points de vue purement idéologiques, etc. Et en fait, du coup, venir inverser ce rapport de force, en fait, ça marche aussi quand effectivement on va venir s'insérer dans leur réel. Quand on vient en fait réduire cet écart, cette différence de perception, en se mettant devant leurs yeux. Juste le fait d'apparaître devant eux, ça suffit à leur faire prendre conscience de cet écart. Alors évidemment, entre très gros guillemets, parce qu'on a vu que, par exemple, à Macron, si on reste sur l'exemple de Macron, il peut aller faire des bains de foule où il se fait huer, il voit pas le problème, parce qu'il a toute une cour autour de lui constamment, il a tout un tas de patrons, etc., pour dire non, mais ce que tu fais c'est bien, ça c'est juste des cons, c'est juste des glands, ils comprennent pas, ils savent pas, patati patata, qui fait que ça renforce, évidemment. Mais le fait est que je pense qu'en soi, c'est ça qui va marcher probablement à terme sur un rapport de force avec ce genre de population bourgeoise, etc. C'est de venir justement ramener le réel d'autrui dans leur vie de tous les jours. Le seul problème, c'est qu'à l'heure actuelle, nous, on n'a pas les moyens de le faire constamment. On ne peut pas le faire constamment. Mais si vous aviez constamment, tous les jours, des gens en train de foutre un sbeul monumental à l'Elysée et compagnie, pour lui rappeler que les gens ils sont en train de crever du travail, les gens sont en train de crever de ces forces de police, que les gens se font éborgner par les forces de l'ordre qu'il envoie, que les colonies sont en train de souffrir et de souffrir toujours plus par les forces coloniales de la France, etc. Je pense que s'il y avait un rappel constant, tous les jours, systématique, qui pouvait pas juste faire 3 pas sans entendre des gens lui gueuler dessus, le huer et lui montrer ce qu'il ne voit pas et ce qu'il ne veut pas voir, ça changerait peut-être un peu la donne quand même en fait.
Après, quand tu me vois comment, à l'époque, il disait des trucs basés sur la retraite, sur un point, le bon courage pour trouver un emploi après 60 ans, et comment il a fait l'inverse quelques années plus tard, parce que finalement, je sais pas, c'est des pertes acceptables ou je sais pas quoi. En vrai, c'était juste un discours qui marchait parce qu'il savait que ça gagnait des points de vote, en fait. C'est tout. Il savait qu'il allait toucher des gens qui allaient voter pour lui. Après, en vrai de vrai, il n'a jamais cru grand-chose, mais ça c'est comme pour tous les politiques. Les politiques ne font pas de la politique en très grande majorité parce qu'elles veulent faire les choses bien. Les politiques qui veulent faire les choses bien, ensemble, etc., en fait, ils font pas de la politique étatique. Ils vont pas aller dans des grands partis, et ils vont pas être des élus, etc., en fait. Il a même pas mieux menti que les autres parce que c'était pas le seul qui sortait ça, et c'est pas le seul qui, en fait, a plein de moves comme ça constamment. C'est tout le temps comme ça. Tous les partis politiques, tous les représentants politiques qu'on a sur les partis étatiques font exactement les mêmes choses et depuis des années. Et on sait à chaque fois qu'il ment. Vous prenez le coup de Macron. Macron, dès le moment où on a entendu parler de lui, vous avez tout un tas de personnes, par exemple, par hasard, les personnes non valides, les personnes handicapées comme moi, où déjà à l'époque on vous disait non, ça c'est du vent, ça il va nous entuber, il en a rien à foutre, etc. Déjà à l'époque. En fait, le seul truc qui fait qu'il a été peut-être vu comme plus crédible, c'est qu'on a tout un appareil médiatique qui est venu le valider, le mettre en avant de manière phénoménale. Comme aujourd'hui, on a exactement le même travail qui est fait sur, par exemple, purement par hasard, le RN. Le Rassemblement National, Bardella notamment, a exactement la même chose, pour le coup. C'est même pas que le mec est spécialement bon. Là je parle de Macron parce que c'est une évidence qu'il ne l'est pas, et Bardella encore plus, mais c'est même pas qu'ils sont spécialement bons ces gens-là, c'est juste qu'ils sont médiatiquement constamment mis devant vous. Si vous êtes constamment mis devant vous, forcément ça va avoir une influence, forcément vous allez entendre ces discours et vous allez vous dire oh finalement c'est un peu le commun quoi. Et c'est comme ça que ça monte le Front National notamment, le Rassemblement National. C'est vrai qu'ils ont changé le nom, n'est-ce pas? Le truc, c'est que c'est comme ça que c'est monté aussi le fascisme au cours des années dans notre société. C'est parce qu'on a constamment mis ces discours-là. Au début, un certain nombre de personnes étaient en mode ouais, quand même, c'est des fachos, quand même, c'est raciste, ouais, quand même, ça pose problème. Aujourd'hui, c'est tellement commun que c'est commun en fait. Ils sont même pas bons à ça. Ils sont juste communs. Ils sont juste devenus communs parce qu'il y a un appareil médiatique qui les rend communs. Je continue à boire. Et effectivement, sans qu'elles soient remises face à leurs contradictions, ces personnes. Elles sont jamais mises face à leurs contradictions. Jamais. Parce que l'appareil médiatique dit, c'est le truc bankable du moment, quoi. Oui, de toute façon, la base de la République, de la 5ème République, c'est De Gaulle. Donc partant de là, voilà. Mais dans tous les cas, on n'aura pas grand-chose de bien avec les républiques, parce que c'est toujours des ordres bourgeois, mis en place par des bourgeois, pour des bourgeois, pensés par des bourgeois, enfin... Bref. Je reprends la lecture. Quand vient la confrontation, conseille Karl Gerstatter, PDG de Dow, la règle numéro 1 est de ne pas surréagir. Il se peut que vous soyez furieux, et la plupart du temps vous avez raison de l'être. Mon cul sur la commode, quoi. Non mais sérieux, connard. Mais la première chose, la plus importante de toutes, c'est de rester cool. Rien ne vaut en la matière une bonne préparation, qui peut prendre la forme d'un training à destination des PDG. Ses collaborateurs lui feront des fiches qui, outre les réponses types à apprendre par cœur, lui indiqueront aussi quelques procédures pour gérer les urgences qui peuvent se présenter. Toujours s'en tenir à l'ordre du jour. Refuser, par exemple, toute discussion sur la guerre. En cas d'intervention intempestive, on pourra employer des formules du genre « Ceci est une réunion d'affaires, pas une réunion politique ». Ou encore « Ce n'est pas le bon forum pour ce genre de discours ». Dans certaines compagnies, on va jusqu'à soumettre les PDG à d'éprouvantes, mais on imagine aussi pour certains assez jouissives, séances de répétition grandeur nature. Des membres du staff jouent les rôles d'agitateurs professionnels, d'étudiants protestataires, d'actionnaires acariâtres et font subir au PDG les pires épreuves verbales imaginables. Pour le président, la répétition fut plus rude que ne fut jamais aucune réunion d'actionnaires. On fit une secrétaire de direction. Pichon, oh, tu souffres. Tu souffres qu'une fois dans l'année, tu te fasses prendre à partie par des gens qui crèvent des conséquences de tes actions, connard. Putain, ça me fume. Mais voyez, c'est là où il y a un décalage quand même phénoménal, Les mecs qui sont en souffrance parce que, attendez, il y a quelqu'un qui va venir éventuellement lui faire une réplique pendant une réunion dans l'année.
Ah, c'est dur, putain. Ah, souffrance, ah là là. Pendant ce temps-là, on continue à faire du napalm et on va brûler des gens. Et c'est pas au figuré, hein, c'est au sens propre. Mais il faut les plaindre, pauvres bichons, parce qu'ils vont se faire prendre une fois. Putain, non mais vraiment. Hein. Ah, l'indécence du truc. L'indécence du truc. Vous avez dit Media Training, tiens, ça boucle avec la politique actuelle, n'est-ce pas? Bah, là, en même temps, on se rapproche. Hein. Là, on est... le hasard, n'est-ce pas? Là, on est dans les années, globalement, 70. Donc, on se rapproche de nos années, mine de rien, même s'il reste encore 50 ans, pour arriver à celle actuelle. Mais le fait est que aujourd'hui, nous sommes l'héritier de cette époque-là. Donc forcément, partant de là, vous vous doutez bien que ce qu'il y avait à cette époque a des effets non négligeables sur ce qu'il y a aujourd'hui. Oh là là. Oh là là. Je reprends. Les managérialistes des années 1950 invitaient à concevoir l'entreprise comme un gouvernement privé. La nouvelle gauche des années 1960 les prend au mot. Si ce gouvernement est privé, c'est surtout au sens d'une privation. Il est privé de l'obligation de rendre publiquement des comptes. L'aspect privé de ce gouvernement sert principalement à abriter sa nature autoritaire. Grandes entreprises exercent des responsabilités publiques, ou quasi publiques. Leurs activités ont des impacts considérables sur la société, dont les effets sanitaires ou environnementaux nous affectent tous. La locution gouvernement privé se lit alors comme une contradiction, dont la forme complète, une fois dépliée, serait plutôt gouvernement privé des affaires publiques. Gouvernement privé devient alors le nom d'un scandale. La notion se mue en motif critique, une caractérisation polémique, une alliance de mots intenables qui met en crise son objet. Ah oui, à ce niveau, on peut parler de fragilité bourgeoise, masculine, blanche, choisissez votre angle d'attaque. Ah ben, complètement à 200%. De toute façon, là, typiquement, on est dans tout ça. Enfin, on est sur des sociétés globalement capitalistes. Donc, avec le fonctionnement actuel du monde, la très très grande majorité, ce sont des mecs cis, blancs, hétéros, valides qui les gèrent, dans l'écrasante majorité des cas. Donc, partant de là, oui, voilà, tout est dit, quoi. Tout est dit. Je reprends. Le geste qu'accomplissent les États-Unis, aux États-Unis, les mouvements de la fin des années 60 consiste précisément en cela. Partir de la prémisse que le management exerce un gouvernement privé pour contester dans les formes et selon des orientations plus ou moins radicales ce pouvoir. Au milieu des années 60, confirmait l'activiste Philip Moore, le mouvement a réorienté ses énergies vers d'autres cibles. On passait des institutions du gouvernement aux institutions du pouvoir privé. À la différence des mobilisations syndicales, auxquelles le management était habitué, ces nouveaux conflits ne se déployaient plus seulement sur l'axe classique du rapport salarial. La grande surprise était que les mouvements sociaux extérieurs à la firme s'adressaient directement à elle depuis des positions autres que celles des salariés, en mobilisant d'autres subjectivités que celles des travailleuses. Et ça aussi, c'est vachement intéressant en fait. La stratégie des activistes était de politiser l'entreprise, et ils y parvinrent. En résultat, une mobilisation sans précédent du monde des affaires. Échaudé et inquiet, le business se lança dans une contre-offensive multiforme qui allait être sans merci. Et là, justement, c'est particulièrement intéressant en fait de voir ça, parce que justement, on voit bien qu'à l'époque, un certain nombre d'activistes, du coup, ont pris conscience de l'énorme et dangereux écueil que c'était que cette nouvelle forme des sociétés qu'on avait et de la manière de gérer nos sociétés. Donc nos sociétés dans le sens regroupement d'individus qui vivent ensemble, etc. Pas société dans le sens entreprise. Et du coup, avaient notamment perçu que les entreprises, de fait, et c'est une chose qui est très logique dans nos cercles, notamment militants, anarchistes, de gauche, etc. On en a conscience depuis très longtemps, tout est politique. Tout est évidemment éminemment politique. Il n'y a rien qui n'est pas politique puisque de fait, nous vivons socialement les uns avec les autres. Donc, de fait, toute chose que l'on entreprend est politique, qu'on le veuille pas. Ça ne change rien en fait, ça l'est. Et le truc, c'est que vraiment, on est sur une vision du monde qui est dépolitisée, par rapport aux patrons, par rapport aux actionnaires, etc. Ils ont une vision du monde où finalement, bah non, il n'y a pas de politique, c'est juste le monde, il est comme ça, et puis c'est tout. Alors qu'en fait, bah, évidemment que le monde est politique, évidemment que leur prise de position, que la destination, que la direction qu'ils donnent aux entreprises, etc., a un impact politique
est une prise de position politique. Qu'ils le veuillent pas, ça ne change rien en fait. Qu'ils en aient conscience, qu'ils en aient pas conscience, ça ne change rien. Dans tous les cas, c'est placé politiquement. Et le fait est que, à l'époque, en tout cas, les forces, on va dire, contestataires en avaient parfaitement conscience. Je présume qu'aujourd'hui c'est toujours quand même le cas, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens dans certains nombres de milieux, notamment de militantisme et politique. Et après c'est peut-être plutôt un marqueur du fait que je suis dans une région qui est particulièrement à droite. Je vous rappelle que là, lors de notamment les élections du coup européennes, ma ville, un votant sur deux a voté Bardella. Voilà. Et si globalement vous rajoutez les votes qui ont été faits de manière générale sur tous les partis de droite et extrême droite, vous avez à peu près 75% des votants qui ont donné un vote à la droite extrême droite. Voilà, on en est à ce niveau-là, là où je vis. Donc de fait, c'est peut-être aussi ça qui fait que j'ai cette vision-là du monde. C'est peut-être juste que c'est plus spécifique à mon contexte, en fait, celui dans lequel j'évolue. Mais globalement, aujourd'hui, il y a vraiment une vision qui est extrêmement dépolitisée à plein de niveaux. Il y a vraiment un manque de recul sur l'importance de la politique, en fait, qu'il y a là, partout, tout autour de nous, du fait que tout ce que tu fais est politique, que l'entreprise et les actions de l'entreprise sont politiques. Quand aujourd'hui, on a une entreprise qui vient, comme Total, te dire non mais nous on fait dans l'écologie, etc. Parce que c'est notamment, oui je vous jure, c'est ce que fait Total, c'est ce qu'ils nous disent. Oui nous on fait dans l'écologie, alors que c'est une industrie qui est basée sur l'exploitation du pétrole, des gaz. Enfin à un moment donné, bien sûr que non, que vous êtes absolument pas ni de près ni de loin écologique. Enfin, vous faites 3 trucs qui se battent en duel qui sont vite fait, et encore vite fait présentés comme écologiques. Mais c'est faux, enfin, fondamentalement, vous ne faites pas de l'écologie, vous êtes en train de détruire la planète, et comme ça a été dit un petit peu plus tôt, notamment quand ça a repris les paroles des militants de l'époque des années 70, les actions des entreprises ont des actions sur la vie commune, ont des actions sur la santé commune. Quand vous avez des entreprises comme Total qui viennent vous dire non mais nous on n'est pas politisés, puis voire même nous on est dans l'écologie, etc. Et qu'en fait derrière ils sont en train de littéralement tout polluer, tout détruire, de détruire les environnements, de répandre de la pollution partout, de faire des financements pour continuer à faire ça encore et encore. On est sur des impacts qui sont politiques, qui ont un impact politique. C'est un fait, que tu le veuilles pas, que tu le respectes pas, que tu t'en rendes pas compte, peu importe. C'est placé, en fait. C'est purement et simplement placé. L'écologie est une histoire très coloniale de toute façon, complètement, mais complètement. Il chope les financements écologiques dans ces filières, genre les livrets d'épargne, développement durable. Oui, non mais enfin, faut voir aussi les trucs qui nous sortent. Y a le incroyable moment où t'as Total qui nous dit non mais nous on fait beaucoup d'investissements dans les alternatives écologiques à la production d'énergie, etc. Et t'es en mode d'accord, très bien. Et en pourcentage, ça représente quoi ? On fait beaucoup d'investissements et tout. D'accord, en pourcentage, ça représente quoi ? On fait beaucoup d'investissements. Ah oui, d'accord, très bien. Puis quand tu creuses, du coup, parce que évidemment, tu as des militants, tu as des journalistes quand même, de temps en temps, qui vont faire un peu de travail là-dessus, qui creusent, tu te rends compte qu'en fait, la grande majorité des investissements qu'ils font, c'est étonnamment toujours dans l'exploitation du pétrole, du gaz, etc. Alors que, oui, très bien, tu as mis, je sais pas moi, allez, on va dire une connerie, je vous donne un chiffre qui n'a aucune valeur réelle, c'est juste pour vous donner l'idée. Tu investis 1 million dans les alternatives écologiques. Très bien. Très cool. C'est beaucoup 1 million. C'est vrai que c'est beaucoup pour vous. Moi, c'est énorme, c'est vrai. Par contre, c'est la même entreprise qui va investir à côté 10 milliards dans les recherches par rapport à l'exploitation du gaz, du pétrole, etc. C'est la même entreprise qui fait les deux. Et du coup, venir dire « Ah non, mais nous, on est très écologique parce que regardez, on a investi 1 million », c'est du gros foutage de gueule, en fait, quand tu vois juste le rapport complètement éclaté. Ok, d'accord, tu fais de l'investissement, mais si ta très grosse majorité de ton investissement, en fait, tu ne le mets pas là-dedans, de fait, tu peux dire ce que tu veux, t'es pas écologique, t'es pas du tout dans une optique écologique. Au contraire, t'en as rien à foutre. C'est juste du greenwashing de merde, en fait. Genre, vraiment, c'est frustrant. Ça donne envie de péter des câbles et ça donne envie de pourrir toute leur assemblée générale et compagnie, juste pour les emmerder, quoi. Total avait bien tempéré le rapport qui montrait bien ce qu'elle faisait, mais bon, comme si elle ne le savait pas. Oui, en termes de dérèglement climatique, bien sûr. Mais ça, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, on a fait un react, je crois il y a 2 semaines.
2-3 semaines, je sais plus. On a fait un react sur justement ce que faisaient les entreprises, etc. Bon, le reportage était très discutable à plein de niveaux parce que reportage Arte, tout ça. Mais il y a quand même des moments où on plaçait le fait que, bah, notamment, tu as des industries qui sont fait choper et en fait, qui sont fait choper à avoir caché pendant des décennies, mais une quantité phénoménale de rapports sur leur impact sur la santé des gens, etc. Et qu'ils savaient très bien, ils savaient parfaitement bien, mais ils cachaient et ils venaient financer des études dans tous les sens pour noyer le poisson et que tu te rendes pas compte à quel point ils étaient en train de faire de la merde, mais parce que ça rapporte des profits et qu'ils en ont rien à foutre en fait de la santé des gens, ils veulent juste des profits, c'est tout. Parce que c'est la logique, parce que c'est ce qu'on te met tout le temps. Là, vous prenez un truc tout con, mais moi, la très grande majorité de ma vie, parce que du coup je n'ai que 31 ans, voilà, aujourd'hui j'ai 31 ans, mais ça fait pas beaucoup finalement. Sur ma vie, j'ai passé la moitié de ma vie complètement dans un cadre stéréotypé où la méritocratie c'est vrai, gagner de l'argent c'est important, travailler c'est la chose qu'il faut faire, les extrêmes c'est pas bien, quel que soit l'extrême, etc. Parce que tu grandis en fait dans des milieux qui te transmettent ça depuis ta naissance. Il a fallu que j'arrive que vers à peu près le milieu de mon adolescence pour me dire « Attends, mais tout ça en fait c'est un peu du vent, non ? Attends, mais tout ça en fait c'est pas du vent, en fait c'est de la manipulation et c'est de la merde, mais en fait c'est des mensonges absolument immondes. » Et il y a que à partir d'à peu près grosso merdo mes 15 ans, plus ou moins, que j'ai commencé à remettre en question énormément de choses. Énormément de choses. Parce que la très grande majorité de ton temps, en fait, et notamment de ton début de vie, tu baignes dans toute une société, dans tout un tas de sociétés, de médias, etc., qui non seulement valident le modèle actuel, mais le valorisent, ce qui est encore pire. Et du coup, forcément, tu reproduis ça. Parce que de toute façon, t'as pas de référence, t'as rien d'autre. Donc t'as que ça, donc tu te bases sur ça. Et il faut que justement tu grandisses un petit peu pour te rendre compte qu'en fait, il y a autre chose que ce que t'apprennent les parents, que ce que tu vois à la télé, que peut-être il y a des trucs à voir ailleurs. Ça prend du temps. Et là, ça demande après des efforts qui sont pas forcément accessibles pour tous, que tous les contextes ne permettent pas, etc. Donc vraiment remettre en question le monde capitaliste, remettre en question le monde colonisateur, se rendre compte, par exemple, un truc tout con, jusqu'à peut-être il y a une décennie, je vais dire globalement ma vingtaine, parce que je suis d'abord allé sur le côté gauche de la force anticapitaliste, avant de commencer à faire les liens avec le fait que, attends, anticapitaliste, ça sous-entend aussi du coup antiraciste, antivalidiste, etc., etc. Et que c'est à partir de ce moment-là que tu commences à t'enfoncer de plus en plus vers la gauche, tout simplement. Mais grosso merdo, ça va faire une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, mais pas forcément beaucoup plus, que j'ai pris conscience que les territoires d'outre-mer, tout ça, c'est pas des territoires français, c'est des colonies. C'est toujours des colonies, en fait. Quand bien même on a retiré le petite étiquette colonie, qu'on leur a dit non mais vous êtes intégrés au territoire français, vous inquiétez pas, tout ça, c'est toujours des colonies qui fonctionnent avec des principes de colonie. Vous l'avez encore eu là comme exemple actuellement tout de suite avec la Kanaki, par exemple, mais pas que. Vous remontez un tout petit peu en arrière, il y a quelques mois, on a eu sur Mayotte et du coup toute l'intervention policière Darmanin qui est venu raser des quantités phénoménales d'habitations, etc. Enfin, toutes ces logiques-là, on les a depuis mais tellement longtemps et elles restent là. Pourtant, tout nous dit non, mais il n'y a plus de colonies. On est sorti de l'époque des grands pays colonisateurs, voyons. Alors que c'est faux. C'est du vent. C'est un flanc absolument et total. Mais tous nos bagages, tous nos contextes, à l'heure actuelle, en tout cas quand on grandit en France métropolitaine, consiste à nous dire TKT, il n'y a plus de colonies, TKT, on fait les choses bien. Toute cette croyance aussi, un truc pendant très longtemps, on nous apprend, en France en tout cas, que la France, c'est le territoire de la liberté, c'est le territoire de l'égalité, c'est le territoire qui s'est battu pour faire la révolution et faire tomber les bourgeois et les méchants. Et puis en fait, quand tu commences à grandir et que tu commences à creuser et à te renseigner, tu te rends compte qu'en fait, non, pas du tout. Ça n'a jamais été le cas. C'est absolument pas une terre de liberté, une terre de fraternité, d'égalité, de je ne sais quoi.
Non, non, c'est un pays absolument dégueulasse, avec un racisme systémique, avec un validisme systémique, avec une misogynie systémique, etc., etc. À tous les niveaux, on est juste un pays profondément dégueulasse, ultra violent, et juste qui impose constamment à tout un tas de personnes, à une très grande majorité de gens, des règles qui sont absolument à leur encontre en fait, qui servent juste à les contrôler et en avoir rien à foutre d'eux. Et pourtant, tout consiste à dire si, t'es caté, ils font tout ça pour notre bien. Les flics, ils sont gentils, les politiques, c'est des gens compétents, parfois qui se trompent, mais ils sont là pour notre bonheur, pour être avec nous, pour nous aider, patati patata. Ça, pendant très longtemps, hein, notamment dans des cercles familiaux proches, j'ai toujours des gens, une quantité même phénoménale de gens qui me disent que les politiques, parfois, ils font des erreurs, mais en vrai, c'est des gens compétents et qui sont justement élus parce qu'ils sont compétents pour nous aider. Et t'es là en mode, non, en fait. Mais les gens restent convaincus de ça. Et donc, encore une fois, remettre ça en question, c'est compliqué. C'est très compliqué. Bonjour, du coup, Accablant. J'espère que tu vas bien. En tout cas, aussi bien que possible en cette belle journée. On est en train de lire actuellement Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire. Pour les Kanaks, c'est officiellement un territoire à décoloniser. Ah oui, non mais c'est ça le pire. C'est officiellement un territoire à décoloniser d'un point de vue mondial. En fait, c'est reconnu, les institutions mondiales le disent, c'est genre une évidence. Mais, par contre, tu prends n'importe quel écolier, écolière, tu prends même énormément de gens, de manière générale, dans la société française, et en particulier, hein, j'entends la métropole, tu leur parles de Kanaki, ils vont te dire « je sais pas ce que c'est ». Tu leur dis la Nouvelle-Calédonie, ils vont te dire « bah oui, un territoire français ». Tu leur dis, mais c'est un territoire à décoloniser, ils vont te dire, bah non, c'est pas une colonie, voyons. Et genre vraiment, hein, premier degré, hein, même si t'as une reconnaissance officielle, mondiale, que c'est un territoire à décoloniser. Hein. On en est là. Hein. Enfin, à un moment donné, c'est constamment comme ça. Des discours dans ce goût-là, j'en ai entendu plein. Là encore, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a rapporté des propos que j'ai trouvés vraiment graves, mais pas très surprenants venant de la personne qui les a tenus, qui consiste à dire que, en fait, la Kanaki, de toute façon, c'est que 2-3 emmerdeurs qui font chier pour l'indépendance, parce que la très grande majorité des gens, ils ont conscience qu'ils doivent tout à la France, et qu'en fait, de toute façon, s'ils étaient indépendants, le pays ne pourrait que se détruire, parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour. Et t'entends ça et tu fais mais putain, tu te rends même pas compte à quel point t'es juste un connard de colon de merde en fait. Et le mec il voit pas le problème. Il ne voit pas le problème. Et ça, là on parle d'un Jean-Michel random français qui est juste un random, hein, un mec classique quoi. Et ça, il y en a plein des mecs classiques comme lui. Malheureusement, il y en a que trop même. C'est tout le problème. Donc vraiment, même s'il y a des reconnaissances officielles que c'est un territoire qui est une colonie et qui est à décoloniser, etc., hey, la plupart des gens n'ont rien à péter. La plupart des gens ne le savent pas. Et la plupart des gens, même si tu leur dis, on n'ont rien à foutre et restent avec leur vision de colons de merde. Encore aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Perso, ado, j'aurais cru que c'était un état des USA ou les îles. Ouais, mais tu vois, rien que ça déjà. Rien que ça. Que ça soit la première proposition, la deuxième, tout est horrible. Tout est horrible. Tout est absolument horrible. Enfin, on replace un petit peu, hein, mais les États-Unis, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est un territoire qui justement est une colonie, qui du coup s'est libéré du territoire mère, mais qui est toujours un territoire de colons. Les États-Unis, littéralement, ce sont des colons qui ont parqué et mis à mort, produit un génocide phénoménal sur toutes les populations indigènes. Et encore aujourd'hui, qui continuent en fait à les parquer, etc. Enfin, c'est toujours un énorme problème. À tellement de niveaux. À tellement de niveaux. Enfin, vraiment. C'est... Bref. Voilà, les USA, c'est la colonie qui a fonctionné pour les colons. Ouais. C'est... Non, mais vraiment, il n'y a rien de bien. Enfin, les deux propositions sont horribles. Et voilà, je reprends un autre message un peu plus tôt. Aujourd'hui, c'est pareil pour Israël. Israël, de manière quand même assez générale, c'est un état de colons qui est en train de faire un génocide. Qui là, commet le génocide là, maintenant, tout de suite. Et, en fait, il se passe quoi? Il se passe rien, on continue. Voilà.
Quand bien même c'est reconnu, c'est connu, enfin là c'est fait. Rien à péter. Rien à péter. Ça se passe, ça continue à se passer. Donc vraiment, hein, enfin... encore une fois, la question c'est le rapport de force. Tout simplement. Le génocide c'est lent et administratif pour moi aussi. Il y a plein de formes de génocide. En fait, il y a plein de formes de génocide. Ça aussi, c'est un des problèmes qu'il y a d'ailleurs, c'est que actuellement, beaucoup de gens, et y compris dans les milieux militants, vont considérer qu'un génocide, c'est ce qui se passe par exemple là, actuellement, maintenant, tout de suite, en Israël. À savoir donc génocide parce que tu tues les gens directement, une arme à la main, tu les bombardes, tu leur laisses aucun endroit où vivre, tu les fais crever de faim, de soif, etc., etc. Mais en fait, c'est pas la seule forme de génocide. Un génocide, c'est aussi comme, par exemple, tu prends au Canada, tu prends les populations natives, tu les enfermes dans des réserves, et ensuite tu prends leurs enfants, tu les mets du coup dans des centres dans lesquels tu fais littéralement une idéologie qui a été revendiquée, qui est l'idéologie de tuer le natif en toi. Ça, c'est quelque chose, hein. On t'enlève toutes tes références, on t'enlève ta culture, on te fait avoir honte de ta culture, honte de ta couleur de peau, en plus d'avoir tout un système dans lequel du coup tu vas être discriminé évidemment de manière générale dans ton pays, et en plus dans lequel généralement il y a des violences faites par exemple sur les enfants, pour les centres que je pense au Canada, où en fait tu as une énorme quantité de ces gamins qui meurent en fait dans ces centres, qui meurent au sens littéral, qui sont enterrés dans des cimetières immenses contre ces centres. Enfin, ça aussi c'est un génocide. Et effectivement, c'est un génocide qui est lent, c'est un génocide qui se fait sur des décennies, mais ça enlève rien en fait. Bah, qu'est-ce que tu fais? Ah! Ok. Oui. Ça va? Ça fait disparaître un peuple et toute son histoire. Ouais, complètement. Complètement. Les Philippines, Hawaï sont ou ont été des territoires occupés et colonisés par l'USA, l'île de Guam. C'est en regardant que les territoires hors du continent. Ouais. On met en dépendance les pays en plus, donc il y a des risques énormes réels, mais la faute à qui? Le système de marché de la promesse comme à Haïti, donc assistance mortelle là-dessus, vu chez quelqu'un cagoulé. C'est bien sûr pas pour minimiser l'horreur du génocide en Palestine, mais il faut arrêter de croire que le génocide c'est du passé et que de la violence physique. Il y a de la violence administrative, linguistique, culturelle, etc. Complètement. C'est un truc qu'il faut vraiment pas oublier. C'est pas parce que on va montrer qu'il y a différentes formes, malheureusement, de choses horribles, que ça en réduit une, qu'il y en a une qui est hiérarchisée. C'est pas le but, ça n'a aucun sens. On n'est pas là pour vous dire il y a une hiérarchie des génocides, il y a une hiérarchie de je ne sais quelle horreur. Non. Dans tous les cas, c'est quelque chose d'horrible en fait. C'est quelque chose qui juste ne devrait pas exister. Et pourtant qui existe parce qu'encore une fois, nous avons un rapport de force qui est complètement inégal avec des personnes qui ont le pouvoir, qui ont des intérêts et qui utilisent ce pouvoir pour leurs intérêts et qui nous roulent dessus. Et coucou Sandwich, bon anniversaire, merci beaucoup. Le tatouage, ça va comment? Ça gratte. Ça gratte tellement. Oh bordel. Oh bordel, ça gratte. Mais ça va. Ça fait pas trop mal. Comme je disais tout à l'heure, en fait, hier, la tatoueuse, globalement, ça allait très bien. Jusqu'à la dernière demi-heure du tatouage. Parce que la dernière demi-heure du tatouage, elle a remis des traits dans des traits qu'elle avait déjà fait au cours de la journée. Et du coup, remettre un coup d'aiguille là où elle était déjà passée. Oh putain. Oh. Ça c'était pas bien. Ça c'était pas bien du tout. Donc la dernière demi-heure, elle m'a séché. Mais vraiment, elle m'a séché. J'ai senti que toutes mes résistances ont volé en éclats dans cette dernière demi-heure. Mais sinon, après, en vrai, ça va. Là, ça gratte. Sinon, c'est un inconfort pour cette nuit, notamment parce que je dors sur le torse. Et du coup, je peux pas trop dormir sur le torse avec un tatouage tout frais dessus. C'est un peu compliqué. Mais sinon, franchement, c'est plus gênant que douloureux, hein, vraiment. Je reprends la lecture, ceci dit, donc nous sommes actuellement en VOD YouTube, nous sommes en train de lire Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire. Donc je m'y remets. Chapitre 10, La bataille des idées. La conspiration antilibérale est une invention pure. Polanyi. Personne de sensé ne peut en douter. Le système économique américain fait l'objet d'une attaque de grande envergure.
Ainsi s'ouvrait une note confidentielle adressée en août 1971 au vice-président de la Chambre du commerce américaine. Elle s'intitulait « L'attaque sur la libre entreprise ». L'auteur, Lewis Powell, qui n'allait pas tarder à être nommé par Nixon, juge de la Cour suprême, avait auparavant rédigé un autre mémo de la guerre politique, où il prodiguait ses conseils à la Maison-Blanche en matière de lutte idéologique mondiale contre le communisme. Vous le sentez que rien qu'au début du chapitre, ça va être incroyable. Mais l'ennemi ici n'était plus exactement celui-ci. L'offensive en question avait lieu aux États-Unis même et ne se limitait pas à quelques agents de Moscou. Nous n'avons pas affaire à des attaques sporadiques ou isolées, émanant d'extrémistes relativement peu nombreux, ou même d'une minorité de socialistes organisés. Non, l'assaut est lancé contre l'entreprise, dispose d'une base large et procède de façon cohérente. Il prend de l'ampleur et ne cesse d'attirer à lui de nouveaux convertis. Parmi les meneurs que Powell pointait du doigt, l'avocat des consommateurs Ralph Nader, ou l'écologiste Charles Reich, le premier plaidant pour jeter en prison les patrons qui empoisonnent les aliments, le second conspirant pour verdir l'Amérique. Bref, on était en train d'assister, à n'en pas douter, à un assaut frontal, à une vaste attaque à main armée contre le système. Alors, je suis anti-prison, mais néanmoins, je vous avoue que voir comme grand ennemi le mec qui dit juste il faudrait mettre en prison les gens qui empoisonnent la bouffe, c'est peut-être pas le move incroyable que tu crois, Polo. Ça montre bien quelle saloperie de droite tu es. Genre vraiment. Vraiment. Enfin bref. Faut aussi pas pointer le Canada, les US, la Chine et du doigt comme ça en tant que Français-Française. Je trouve ça culotté, désolé, de cracher sur les autres empires alors qu'on fait pareil, voire pire. C'est bien de dénoncer l'impérialisme global, mais faut pas aussi avoir peur de cracher sur la France avant tout. Ah bah oui, complètement. Moi, c'est ce que je vous ai dit. De toute façon, tout à l'heure, j'ai commencé en vous disant bien la France, la Kanaki par exemple, la France et Mayotte, je vous ai parlé aussi tout à l'heure, et globalement, la France de manière générale, je le redis, mais on est vraiment un pays de trou du cul de merde. Enfin, vraiment. C'est pas sans raison si je viens taper dessus régulièrement. On m'a déjà taxé. Alors évidemment, ce sont des gens de droite qui l'ont fait. Mais on m'a déjà taxé d'être anti-français, etc. Franchement, oui. Voilà, important rappel, mais oui, clairement à 200%. Encore une fois, regardez ce qu'on fait. Notre héritage, c'est quoi ? Être une saloperie de merde qui détruit je ne sais combien de populations, qui en a rien à foutre, qui balance des armes sur des populations qui n'ont rien demandé, etc. Enfin, genre vraiment, oui, je le revendique, je suis anti-patriote, 200%, c'est pas une insulte, vous avez bien compris. C'est le point, oui, c'est exactement ça. Oui, des gens qui nous accusent d'être anti-patriotes, comme si c'était une insulte. Ouais. Je le vois souvent chez la gauche française, les violences coloniales de tel pays, pas bien, venant de françaises, c'est malaisant quoi. Non mais ça se comprend, franchement ça se comprend, c'est pour ça aussi que moi je le reprends régulièrement, parce que justement, le truc c'est que on m'accuse aussi, et là c'est pas vraiment des gens de droite, c'est plutôt des gens de gauche, de faire partie de ces gens qui divisent la gauche, vous savez, ces méchants qui font que critiquer tout le temps. Mais bien sûr que je vous critique, vous avez des angles morts d'une taille phénoménale. Moi-même, j'ai des angles morts. Tout le monde a des angles morts, en fait. Et à un moment donné, si on veut essayer de voir au-delà de nos angles morts, il faut bien, justement, que quelqu'un te l'indique. Alors, moi, j'indique certains angles morts que je vois. Encore heureux, il y a des gens qui m'indiquent aussi des angles morts pour moi. Et merci beaucoup, d'ailleurs, pour celles qui font ça. Voilà, moi aussi, je suis clivante. Mais je pense qu'ici, on est beaucoup de gens clivants. Malheureusement, nous sommes la gauche qui divise, n'est-ce pas ? Mais oui, clairement, c'est un truc qui est constant. Le nombre de fois où je vois des gens qui me disent non, mais un truc tout con, non, mais regardez, Roussel, finalement, il nous fait un arc de rédemption, il vient avec le Front Populaire et tout. Roussel, c'est toujours la grosse merde raciste qu'il était avant. Il n'a pas changé en fait. C'est toujours notre petit leader communiste qui lâche les pires techs du monde, qui est bien misogyne, etc. Enfin, à un moment donné, c'est pas genre juste un communicant qui a mal communiqué. C'est un mec qui a profondément une vision du monde pourrie, qui est certes, on va dire, dans les
allez, entre guillemets, camp de gauche, voilà, parce que je vois que ça réagit déjà sur communiste, et je suis d'accord, hein, c'est discutable, mais bon, bref, je vais accorder le point que, d'un point de vue médiatique, etc., il est vu comme camp de la gauche, voilà, mais le fait est qu'il y a tellement de problèmes. À un moment donné, à gauche, notre force, c'est justement notre capacité, normalement, à se remettre en question, à échanger et à s'améliorer ensemble. Si votre but du jeu, c'est juste de vouloir ostraciser les gens parce qu'ils vous ont fait une critique, parce que, en fait, vous vous comportez comme une merde, en fait, vous allez amener vers quoi? Ok, qu'est-ce qu'on construit en commun si votre seule réaction quand on vous fait une critique sur un comportement pas ok, c'est de dire ah là là c'est toi la méchante personne, je veux plus t'entendre, je veux plus te voir, je disparais. On va pas aller très loin, hein. On va absolument jamais aller très 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 loin, hein. Et c'est ce qui se passe à gauche, hein. Tous les partis politiques qu'on a, globalement plus ou moins de gauche, c'est la même situation qui se reproduit à chaque fois. Tu viens leur dire oui non mais là par exemple vous avez tel angle mort, et ils vont dire ah non mais en fait c'est parce que tu veux diviser, tu es un ennemi, etc. Et t'es en mode non, peut-être que juste j'ai envie qu'il n'y ait pas d'angle mort, peut-être que j'ai juste envie que vous soyez par exemple, pour un truc que je connais, un peu moins validiste, peut-être que j'ai pas envie que juste vous nous poussiez sous le bus comme à chaque fois, ou encore une fois pour un autre point de vue que je connais, que vous soyez un peu moins LGBTophobe, voire que vous ne le soyez plus dans l'idéal, ce serait bien, mais non, vous continuez à rester dans vos vieux trucs nuls, vous restez validiste, vous restez LGBTophobe, vous restez raciste, vous restez en fait de manière générale des gens ultra oppressifs à plein de niveaux, en ayant constamment l'étiquette de ah oui mais nous on est mieux. Moi ça me fait rigoler, hein. Je vous avoue que quand je vois des gens qui tweetent, parce que c'est arrivé notamment dernièrement, et notamment c'est d'arriver sur ma pomme, qui tweetent un truc du genre précisément, hein, il faudrait qu'on parle des gens à gauche qui font preuve de racisme. Ok, c'est marrant parce que ça précisément je l'ai reconnu à cette personne. Dès le moment où elle m'a signalé qu'il y avait un truc qui allait pas, je me suis excusé, j'ai absolument pas remis en question. Enfin, évidemment que j'ai admis que oui, parce que ça m'a semblé évident que c'est une personne concernée qui me dit que j'ai fait un truc qui va pas. Je dis oui en fait, point. Par contre, c'est marrant parce que c'est la même personne qui produit les pires comportements du coup oppressifs à côté sur différents niveaux, qui utilise un rapport de force absolument disproportionné à son avantage. Et là, par contre, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez construire comme futur en fait? Vraiment, c'est ça ma question. Fondamentalement, posez-vous la question, c'est quoi le futur que vous voulez construire? Parce que vraiment, si votre seul move, c'est de pouvoir critiquer les autres, mais jamais pouvoir vous critiquer vous-même, on va pas aller loin. Hein. On va vraiment pas aller loin. Hein. Moi, y a pas de souci à vous reconnaître très facilement que je fais de la merde. C'est un truc que je passe un temps phénoménal à vous le dire sur ma chaîne, constamment. Ne me placez pas sur un piédestal. Je suis une personne qui fait plein de conneries. Je fais des trucs très nuls, et pour des raisons très logiques. En fait, parce que on vit dans des sociétés qui sont ultra oppressives à différents niveaux, parce que j'ai des biais, parce que je reste une personne blanche, parce que plein de trucs, en fait. Mais comme nous tous autant qu'on est, tous les individus que vous êtes, quelle que soit votre origine, vous avez des angles morts. Alors c'est pas les mêmes, encore heureux d'ailleurs, hein. On n'a pas les mêmes angles morts, mais on a tous des angles morts. On fait tous des conneries. Moi par exemple, je connais un certain nombre de personnes racisées qui produisent du validisme à balle, ou qui produisent de la misogynie à balle, ou qui produisent une autre oppression à balle. Parce que nous sommes tout un mélange de contextes et de choses, que de fait, il n'y a personne qui est au-dessus de ça. Si vous avez la moindre personne qui arrive et qui vous dit « Alors non, moi je produis jamais aucune oppression », pour moi c'est le pire red flag que vous pouvez trouver. Hein. On peut pas trouver pire comme red flag que ça. Hein. Vraiment, tu produis forcément des oppressions. Qui que tu sois, quelle que soit ton origine, quel que soit ton contexte, tu produis forcément des oppressions. Et c'est justement parce que tu le vois pas que tu les produis. Et le truc, c'est qu'il faut rester justement à l'écoute des retours qu'on nous fait. C'est extrêmement important, en fait. C'est genre le plus important. Parce que moi, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit des dizaines, des centaines de fois peut-être sur la chaîne, l'important, c'est pas de pas se planter. L'important, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous vous êtes planté. En fait, c'est ça le point important. Parce que vous plantez, vous l'avez déjà fait, vous le faites peut-être maintenant, vous le ferez peut-être sûrement demain. Enfin, c'est même pas vous le ferez sûrement demain, vous le ferez demain. On se plante tous. C'est ça que vous voulez rester dessus? Vous voulez rester bloqué sur ça? Franchement, vous voulez construire quoi? Vous voulez aller sur quoi? On va aller sur rien, je vous le dis, vous pouvez pas aller sur quoi que ce soit. La seule chose qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver isolés les uns les autres, à tous se détester les uns les autres parce que tu comprends, machin, il m'a fait une critique une fois. Franchement, waouh. Une société vachement intéressante, dis donc, hein. Et brûlez vos idoles. Oh, un raid de mec cis blanc qui prend toute la place, c'est beau.
Oupsie. Moi, en vrai, j'ai pas tellement de raids que ça, et puis je pense que je vais probablement en avoir de moins en moins, et surtout, je vais pas en avoir par des grosses chaînes. Donc, de toute manière, OZEF, vraiment OZEF. Et puis moi, je suis la première personne à vous mettre votre nez dans votre caca si j'en vois. Hein. Vraiment, j'ai zéro problème à vous dire la vérité. Je suis désolé si Emmanuel, tu es là. Ne m'en veux pas, Emmanuel. Je t'aime beaucoup. Yel m'a déjà dit que pour le coup, en soi, que j'écoute ces podcasts et que je signale tous les trucs qui va pas en temps réel, alors même que Emmanuel est dans le chat, c'est vachement rare. Mais voilà, ça c'est ce que je fais moi par exemple. Si vous faites du contenu, notamment politisé, notamment du contenu qu'on va dire de vulgarisation, etc. Et que vous venez sur ma chaîne au moment où je fais du react dessus, bah si je vois un truc qui me va pas pour n'importe quelle raison, je vais pas le cacher en fait, je vous le dis droit dans les yeux et ça vous défrise, bah tant pis en fait. C'est déjà arrivé hein, qu'il y ait des gens qui apprécient pas. Hein. J'ai déjà eu des échanges parfois un peu mouvementés avec certaines personnes parce que elles ont pas apprécié les retours que j'ai pu leur faire en temps réel et en pointant que là il y a tel problème, etc. Et ces gens ne reviennent après, étonnamment, plus trop sur ma chaîne. Bah c'est pas grave. Hein. C'est quoi une grosse chaîne? Pour moi, une grosse chaîne, c'est déjà des chaînes qui vont avoir au moins 1 millier de follow et qui derrière vont avoir généralement au moins entre 20 et 30 personnes en constant sur le live. Déjà, on est sur des grosses chaînes. Pour moi, on est déjà sur une grosse chaîne. Par exemple ici. Globalement, ici, on est entre 20 et 40 personnes en moyenne, constante. Pour moi, c'est une grosse chaîne. C'est un constat. Si vous prenez ne serait-ce que les chiffres de Twitch à l'heure actuelle, avec ces chiffres-là, là maintenant tout de suite aujourd'hui, le truc c'est que je suis déjà dans mieux que le top 1%. Voilà, je suis entre 0 et 1% des chaînes les plus vues. Enfin, juste alors qu'on n'est que 20 à 40 en moyenne sur la chaîne et que j'ai quelque chose comme pas loin de 2000 follow, un peu moins de 2000 follow. Donc pour moi, on est déjà sur une grosse chaîne en fait. Enfin, encore une fois, la question à avoir, c'est le rapport de force. Bien sûr que tu as des chaînes qui sont juste immenses en termes de visibilité et tenues par des trous du cul d'une taille phénoménale. Bonjour notamment à tout ce qui est les gens comme JDG, etc. Des gros droitos de l'enfer ou Fanta Bob Show, etc. Qui sont vraiment des mecs réactionnaires bien nuls à chier. Ou Sardoche, tiens, encore un autre. Qui font littéralement des milliers de vues constantes, qui ont des dizaines de milliers de follow, etc. Mais le truc, en fait, c'est que ça, en termes de pourcentage, c'est même pas entre 0 et 1%, c'est entre 0 et 0,01%. Voilà. C'est juste que déjà, le rapport de force, quand pour moi, vous êtes dans les 1% qui ont le plus de vues, vous êtes une grosse chaîne. Enfin, pour moi, le truc est facile. 99% des gens qui produisent du contenu sur Twitch produisent moins de visibilité que moi. C'est un constat. C'est pas une blague, la chaîne de Sardouille. De Sardouille. Il y a une chaîne qui s'appelle Sardouille. Je sais pas, moi, Sardoche, c'est juste que c'est une grosse merde. C'est vraiment un truc qui me tue, quoi. Il y a Marcel Killer qui va se vexer pendant qu'il fait son montage. Bah, je suis désolé, hein, mais encore une fois, moi, je suis anarchiste. Hein, je me mets des balles à moi-même, mais je mets des balles à tout le monde, hein, désolé. Hein. Ah, le fait que la chaîne de Sardoche existe, c'était pas une blague, une légende urbaine. Non, non, cette grosse merde existe pour de vrai. Il est bien toxique, il est bien horrible. Non, non, malheureusement non. Debunker des étoiles qui dit qu'il se trouve parfaitement objectif be like. Moi, je n'ai jamais d'oppression, mais je travaille beaucoup pour ça. Non, mais quel enfer. Non, mais quel enfer, Debunker des étoiles. Oh, non, mais vraiment. Hein. C'est. Ouais, non. Les gens ont le droit d'avoir le droit d'avoir une humiliation King Crésu. Ouais, je sais pas. Après, moi, je suis pas là. Je suis jamais là pour vous humilier. C'est ça aussi un truc que j'essaie de refaire sortir toujours. Quand je fais une critique, et ça, c'est pas toujours compris par contre, mais quand je fais une critique, je ne critique pas la personne. Je critique un système. Je critique la position par rapport au système. Je critique ce que ça construit par rapport au système. C'est aussi une des raisons pour laquelle je donne très rarement des pseudos quand je cible quelqu'un. C'est extrêmement rare que je donne un pseudo parce que c'est pas pertinent en fait. Je trouve que ça n'a juste pas de sens. Pour le coup, ce qui est important à prendre en compte, c'est les dynamiques. En fait, parce que, incroyablement, nous sommes des gens qui vivent dans des dynamiques. Ouais, je sais, c'est bizarre, hein, dit comme ça. Nous vivons dans des contextes sociaux, nous sommes influencés, nous sommes fruits de ces contextes sociaux, donc à un moment donné, il faut s'en rendre compte. Critiquer juste un individu, c'est passer à peu près à côté de la bonne moitié, si ce n'est des 3/4 de l'information. Et du coup, ça va pas vous servir à grand chose. Voilà.
donc c'est un peu dommage. Je sais pas si vous avez la rêve du tweet de Mandax qui RT debunk et qui dit qu'il est parfaitement objectif. Oh, enfin, c'est Mandax. Comme on dit ici, harcèle Mandax, n'est-ce pas? Je vois que c'est la fin de la VOD et encore une fois, j'ai fait un laïus de l'infini. Si. Je vais continuer un tout petit peu la lecture, tout petit peu, avant de couper la VOD. Et après, on fera la pause repas parce qu'il est presque 14h et que quand même, il faut manger dans la vie. Donc, je reprends. Powell a sortissé son rapport d'une série de recommandations. En fait, un plan de bataille à destination du monde des affaires pour la reconquête d'une société profondément agitée par les mouvements contestataires de la fin des années 1960. On trouve à l'époque aux États-Unis une flopée d'écrits du même genre, manifestes au titre belliqueux, exhortant la contre-offensive. Je voudrais ici, à partir de ce corpus, dégager les principaux axes de ce discours de réaction, au double sens de réactif, qui se formule en contre, par opposition à ce qui n'est pas lui, et de réactionnaire, qui vise à conserver ou restaurer un ordre dominant menacé par le changement. Voilà, et je m'arrêterai là-dessus. Bon, bah là, c'est le début du chapitre, on est sur l'entrée dans la bataille des idées, mais ce sera pour une prochaine fois. Petite fougère de YouTube, nous voilà à peu près un tiers environ de l'ouvrage de Grégoire Chamaillou, donc on avance, hein, mine de rien, on avance petit à petit. Donc bah du coup, petite fougère de YouTube, j'espère que tu apprécies cette lecture, que tu apprécies les digressions qu'il y a eu tout autour, et à très bientôt pour la suite. Ciao ciao ciao.